Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Willy Boursu. Bonjour. Donc ministre des classes moyennes, des indépendants, de l'agriculture, on y reviendra. Membre du mouvement réformateur, bien sûr, au gouvernement fédéral. Les syndicats dans la rue, c'est un échec de ce gouvernement fédéral ? Écoutez, je ne pense pas, parce qu'on était vraiment allé très loin dans le dialogue avec les organisations syndicales, non seulement sur le dossier qui nous préoccupe aujourd'hui, mais aussi sur un certain nombre de points déjà acquis. Je rappelle que l'affectation de l'enveloppe bien-être, plus d'1 milliard d'euros, qui vont relever notamment tous les minima de prestations sociales et de pensions, a été décidée en totale concertation avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous avons suivi sur un certain nombre d'éléments. Très concrètement, il était prévu ou il était envisagé que certaines des mesures puissent toucher les prépensionnés antérieurs. Ce n'est pas le cas dans l'accord de gouvernement. Donc je le dis, s'il y a très certainement des téléspectateurs qui nous écoutent, tous les prépensionnés aujourd'hui bénéficiaires d'une prépension ne sont pas concernés. Donc pour eux, on garde le système actuel. Voilà. On garde le système actuel. Ouais. Il y a des interrogations quand même pour ceux qui vont être prépensionnés dans les prochains mois ou les prochaines années. Là, on va quand même leur demander d'être plus ou moins actifs sur le marché du travail. C'est ça que dénoncent les syndicats. Effectivement, on parle de l'avenir et on en parle encore de façon différenciée. Très concrètement, les personnes qui ont, par exemple, été des travailleurs dans des secteurs lourds, la construction, qui ont presté la nuit, qui ont eu des carrières très très longues, seront traitées d'une façon différenciée, d'une façon plus favorable. Mais pour les autres prépensionnés de l'avenir, il leur sera demandé de rester disponibles, mais de façon adaptée pour le marché du travail. Je rappelle, il faut faire une distinction entre la pension anticipée. On quitte alors le marché du travail, on est un vrai pensionné. Et le régime de pré-pension dont nous parlons aujourd'hui, qui est un régime pour l'essentiel de chômage avec un complément payé par les entreprises, qui reste en soi un régime de chômage. Ouais, mais d'où une disponibilité adaptée à la situation des personnes et notamment à leur âge. Tout le monde sait, Willy Boursu, que les prépensions, c'est un système qui permet de dégraisser dans les entreprises, de faire baisser la masse salariale. Quand on est en difficulté, on organise un plan de prépension, ça permet de réduire la masse salariale. Tout le monde sait aussi que beaucoup de prépensionnés, effectivement, c'est l'équivalent d'une pension anticipée et on part faire des petits voyages en Espagne, par exemple. Ça, ce sera plus possible. C'est ça que reprochent les syndicats. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer, crisper et que c'est un petit peu un changement des règles du jeu? Écoutez, il faut vraiment prendre la situation en amont. On sait que nous avons un taux d'emploi des personnes plus âgées qui est un des plus faibles de tous les pays qui nous entourent. Que budgétairement, mais quand on dit budgétairement, c'est-à-dire c'est pour les charges qui vont peser à l'avenir sur l'ensemble des travailleurs. Il est intenable, eu égard à l'évolution de la durée de vie, et c'est heureux, on va vivre de plus en plus longuement, il est impossible qu'on ne modifie pas le système actuel. Ouais, mais si les plus âgés ne partent plus à la prépension, on n'embauchera plus les plus jeunes. Ah, ça c'est une erreur, mais c'est vraiment l'erreur fatale que j'entends dans le discours syndical et singulièrement dans le discours de M. Goblet à la FGTB. Je me demande d'ailleurs régulièrement si ce n'est pas le militant socialiste qui s'exprime plutôt que le leader syndical. Il y a une étude remarquable, mais il y en a pas mal au niveau international, notamment une étude de l'IWEPS, l'Institut wallon d'études, notamment de prospective et de statistiques. Ce n'est pas un organisme qui dépend du MR ni de quelque structure gouvernementale fédérale que ce soit, qui a, en 2009, sur base d'analyses universitaires, montré que, effectivement, il n'y a pas du tout de vase communicant entre les deux situations. Des gens partent et automatiquement, ces emplois seraient affectés aux jeunes. Bien plus, le maintien d'un certain nombre de personnes plus âgées dans le monde du travail... Ça ne nuira pas à l'emploi des jeunes. Ça permet d'une part la transmission de l'expérience entre les générations et deux, en termes économiques. On sait que... Allez, je résume le débat. Le débat n'est pas de dire il y a un gâteau qui est le marché de l'emploi du travail. Hein, toute comparaison, évidemment, étant gardée. Et puis, on doit simplement le partager et voir qui en a une part. Tout le débat politique, tout mon engagement politique, c'est effectivement de prendre un certain nombre de mesures pour augmenter les possibilités d'emploi, de travail, pour donc permettre accroître aux la taille du gâteau. Ouais. Effectivement, accroître les possibilités d'activité de manière à ce qu'il y ait des circuits économiques plus positifs et que un plus grand nombre de personnes puissent travailler. Quand même, sur ce dossier des prépensions, il y a eu une première copie du gouvernement, il y a eu un refus du groupe des 10, ou des contre-propositions du groupe des 10. Vous avez adapté votre copie. Aujourd'hui, on voit que de nouveau, les partenaires sociaux vous adressent une série de questions. Est-ce qu'on n'a pas eu un peu de précipitation? Est-ce que tout n'est pas très clair? Est-ce que, par exemple, la disponibilité adaptée, c'est un concept qui est très clair? Écoutez, nous avons, dans la décision du gouvernement, souhaité deux choses. D'une part, sortir de la définition actuelle disponibilité passive,
égale simplement répondre aux offres d'emploi qui étaient éventuellement adressées aux prépensionnés ou aux travailleurs âgés. Concrètement, ce système ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui est proposé aux travailleurs âgés. Et puis, il y avait la disponibilité active. Ce que nous avons souhaité, c'est créer une nouvelle approche aussi au bénéfice des gens, pour qu'on puisse traiter de façon personnalisée, de façon adaptée, vous l'avez dit, mais aussi en tenant compte de la réalité du marché du travail, de la situation des personnes plus âgées, que l'on puisse traiter l'offre d'accompagnement au bénéfice de ces personnes-là d'une façon plus positive. Et le danger, c'est pas qu'on ait des règles différentes suivant les 3 régions et même des règles différentes d'un travailleur à l'autre? Le but n'est pas effectivement d'avoir des règles qui, en général, sont différentes. Par contre, je n'ai aucun problème à ce que l'accompagnement soit différencié suivant la situation des gens, le marché du travail, par exemple, à Marchand-Famenne, à Bruxelles ou à Anvers. Donc on sera plus souple dans le Hainaut qu'à Bruxelles ou à Anvers. Écoutez, nous avons prévu 2 choses. La première, c'est d'avoir une consultation des régions, puisque, vous le savez, à la suite de la 6e récente de l'État, elles sont compétentes. Elles sont en charge de la définition, de l'organisation des modalités de l'accompagnement. Et d'autre part, d'avoir aussi concernant, et les syndicats l'ont évoqué, concernant ces mesures-là, un dialogue avec les organisations syndicales. C'est une mesure qui est très très importante et je vous donne rendez-vous à l'avenir. Celles et ceux qui critiquent aujourd'hui durement cette nouvelle approche, cette disponibilité adaptée, en seront probablement pour une partie d'entre eux des supporters à l'avenir. Alors, il y a quand même le sentiment que la NVA, le parti Bart De Wever, que ce soit Bart De Wever lui-même ou un certain nombre de parlementaires qui se sont exprimés, tiennent un discours violemment antisyndical. Est-ce que c'est utile de jeter l'huile sur le feu et est-ce que l'ensemble du gouvernement se retrouve dans ce discours? Écoutez, il y a eu de nombreuses expressions au sortir de la négociation et de la concertation syndicale, un certain nombre de leaders syndicaux, dont à nouveau, les leaders syndicaux socialistes, se sont livrés à une espèce de mise en demeure du gouvernement. En disant, vous n'avez pas apprécié qu'on vous dise c'est le résultat de la concertation sociale, c'est à prendre ou à laisser? Écoutez, c'était d'une maladresse grave, d'une part, et puis ce n'est pas du tout l'histoire de notre concertation sociale. Je rappelle que Mme De Koning, sur un certain nombre de mesures, probablement encore plus structurantes que celles qui sont aujourd'hui sur la table, n'a même pas consulté les partenaires. Habituellement, quand on demande l'avis des partenaires socialiste sortante de l'emploi, je le rappelle. Quand on demande l'avis des partenaires sociaux, habituellement, la tradition, c'est qu'on applique ce qu'ils recommandent. Eh bien, écoutez, lorsqu'on mène de vraies concertations, il y a d'une part des accords que l'on entérine pleinement. Ce fut le cas, je viens de l'évoquer, concernant l'affectation de l'enveloppe bien-être, plus d'1 milliard d'euros sur 2 années au bénéfice des gens. Et puis, il y a l'exercice d'une vraie concertation. Si nous nous concertons demain sur l'avenir d'un certain nombre de choix, eh bien, une vraie concertation, on rapproche nos points de vue, on est d'accord, et parfois on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est aussi de la responsabilité du gouvernement sur certains points. Est-ce que vous comprenez que les syndicats aient le sentiment qu'ils se sont fait doubler, qu'ils ont fait un accord avec les patrons et que finalement le gouvernement passe un peu plus à droite que l'accord qu'ils avaient négocié? Franchement, je pense que cette analyse des syndicats n'est pas exacte et je dois dire qu'elle est très nuancée. L'expression d'un syndicat par rapport à l'autre, vous l'avez entendu également, vous l'avez analysé très certainement. C'est pose des questions alors que la FGTB est plus dans la critique. Nuancée. Il y a effectivement il y a un certain nombre de craintes, d'éclaircissements, on peut les comprendre, mais il y a aussi une virulence au Parti socialiste, au syndicat socialiste qui n'est pas celle des autres organisations. En attendant, il y a des actions qui sont programmées. On annonce des manifestations le 30 mars, le 4 avril. Des grèves, c'est embêtant pour le gouvernement, ça va pénaliser l'économie? Écoutez, on a connu des mouvements sociaux depuis le mois d'octobre, certains même avant la mise en place du gouvernement. J'aimerais aussi rendre les gens attentifs aux mesures positives, notamment liées à leur pouvoir d'achat, au pouvoir d'achat des gens qui ont été décidés. La semaine dernière encore, le relèvement d'1 euro du montant nominal des chèques repas. Le syndicat n'en parle pas. Le relèvement des montants forfaitaires de déduction fiscale, qui se traduit par une augmentation nette pour l'ensemble des travailleurs concernés. Donc, depuis le mois d'octobre, on a pu, me semble-t-il, dans beaucoup de dossiers, évoluer en faisant des réformes. Vous êtes en train de dire que les syndicats et ceux qui manifestent sont de mauvaise foi? Non, je ne permettrai pas de juger. Vous savez, juger les gens, c'est vraiment une démarche que je n'aime pas. Par contre, je lance un appel au sens de la responsabilité. Il y a 650 000 demandeurs d'emploi dans notre pays, au moins, et probablement encore un peu plus. On sait que nous sommes menacés, notre économie est menacée par un certain nombre de produits, d'actions, d'entreprises venant d'autres pays. Est-ce que vous croyez que si on ne réforme pas, si on ne change pas, est-ce que vous croyez que ça va aller? Est-ce que vous croyez qu'ici à Bruxelles, dans certains quartiers où il y a 25% de taux de chômage, la réponse
est simplement de dire on va faire juste comme avant. Moi, je dis aux syndicats, je dis aux travailleurs, faites-nous confiance. Travaillons et continuons, main dans la main, à réformer un certain nombre d'éléments. Mais je dis aussi très sincèrement, pour entendre le message gouvernemental sur les fondamentaux, sur le respect des travailleurs, sur l'équilibre dans la relation du travail, ce sont des éléments qui sont aussi des éléments totalement prioritaires pour nous. Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais m'adresser au ministre des Indépendants et des classes moyennes que vous êtes. On sait qu'il y a un projet de caisse enregistreuse intelligente qui vont permettre de faire un petit peu la transparence, notamment dans le secteur de l'ORECA. 40 000 commerces devaient s'enregistrer pour le 1er mars. Les 2 tiers ne l'ont pas fait. C'est un échec? Écoutez, c'est exact qu'il y a différents points concernant cet enregistrement du secteur ORECA pour être alors, je vais dire, inclus dans le dispositif qui est mis en place. Il y a un certain nombre de problèmes techniques, me dit-on, concernant l'absorption. Mais vous maintenez le projet de caisse enregistreuse, on ne vient pas en arrière. Et deuxième élément, si vous le voulez bien, pour répondre à votre question, on sait qu'il y avait beaucoup de questions en disant est-ce que le dispositif va évoluer, va changer. Je crois que le gouvernement a entendu la plupart des remarques du secteur. Nous avons pris des engagements pour adapter, notamment par le biais d'une charte, des dispositions qui vont répondre aux craintes, notamment de rétroactivité, de contrôle, de praticabilité pour la vie courante. Donc les contrôles ne seront pas rétroactifs. Le but est effectivement qu'on n'utilise pas la caisse enregistreuse pour revenir plusieurs années en arrière. Et puis, en plus des mesures déjà décidées concernant notamment les personnes, les occasionnels du secteur, nous travaillons à des réductions de charges supplémentaires ou à des propositions de manière à ce que ce dispositif, qui a pour but de lutter contre la fraude sociale et fiscale, ne devienne pas un dispositif destructeur du secteur. Ce serait évidemment une catastrophe si c'était le cas. Ça veut dire que dans les prochaines semaines ou prochains mois, vous annoncerez des mesures en faveur du secteur ORECA pour l'emploi des main-d'œuvre? Nous en avons déjà annoncé un certain nombre et nous travaillons à des mesures supplémentaires qui, à mes yeux en tout cas, de ministre des Indépendants, je rappelle qu'il y a dans notre pays 1 million d'indépendants, seraient à mes yeux en tout cas les bienvenus. Alors vous avez présenté un plan PME avec 40 mesures. Vous dites le gouvernement est PME friendly, donc l'ami des entreprises. Première mesure que demandent les PME, c'est de faire baisser les charges sur le travail. Vous allez réussir à le faire? Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Ouais. Combien de fois j'ai entendu le témoignage d'entrepreneurs qui me disaient si les charges étaient moins lourdes, je pourrais engager, mais regarde ce que ça me coûte. Deuxième élément, répondre à des situations qui sont particulières mais très importantes. Nous allons notamment lancer une forme d'assurance qui va permettre à celles et ceux qui doivent arrêter leur activité ou leur commerce de bénéficier pendant une année d'une couverture sociale et aussi d'une allocation. Une forme d'assurance qui va prévenir de la faillite qui risquerait de survenir, mais qui va permettre d'avoir un filet de sécurité pour celles et ceux qui doivent clôturer prématurément de leur activité. Mais le plan PME, c'est 6 axes, c'est 40 mesures. J'engage tout un chacun à le lire. C'est vraiment une dynamique très très positive qui mobilise le gouvernement aux côtés de nos PME, de nos indépendants, pour créer de la croissance, de l'activité et donc de l'emploi pour les jeunes, les moins jeunes ou les plus âgés. Merci Willy Boursu d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est François Heureux qui présente l'interview.